Bonjour à toutes et à tous, cette capsule vidéo fait partie de la série de capsules qu'on a réalisées dans le cadre des portes ouvertes virtuelles du Master Analyse et Contrôle, et on va se centrer maintenant sur les métiers et l'organisation de la formation pour répondre à ces besoins métiers. Alors différentes enquêtes ont été publiées à l'échelle européenne sur l'emploi en chimie et j'ai ressorti ici deux enquêtes publiées dans le Chemical European Journal en 2015 et en 2018 qui s'intéressaient sur le statut de l'activité professionnelle des chimistes à cette échelle, l'échelle européenne. Une des questions qui était posée aux personnes, c'était de savoir dans quel type de diplôme ils avaient obtenu. Et l'on voit que le génie chimique apparaît en premier sur le graphe que l'on a ici, suivi par la chimie organique, la chimie analytique, la chimie générale, physique, etc. Ce qu'il est intéressant d'analyser ici, c'est l'adéquation entre la formation et l'activité professionnelle. Et quand on regarde les réponses à la question « Mon activité professionnelle est dominée par », on s'aperçoit que la chimie analytique arrive en tête dans ce graphe-là. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une inadéquation entre la formation et l'emploi qui est proposé dans le domaine de la chimie de façon très générale. Et notre objectif, c'est finalement de répondre à cette inadéquation pour former des gens compétents dans le domaine des techniques analytiques. Quand on regarde dans un autre domaine, cette fois-ci national, ce qui a été réalisé par l'Observatoire des métiers de l'Union des industries chimiques à l'époque, donc de France Chimie maintenant, on s'aperçoit que 8 grandes familles métiers sont définies, et une de ces familles métiers fait référence à la recherche et développement et l'analyse de laboratoire. À l'intérieur de cette description, on voit deux niveaux, le niveau de responsable de formation et le niveau de technicien de laboratoire qui sont décrits. Donc dans une précédente capsule, j'ai essayé d'analyser le rôle de l'analyse et les activités de chacun, que ce soit à la fois le client et l'analyste face à un besoin et le besoin de production d'un élément de décision. Et on avait vu que du positionnement du problème à la décision-action, finalement, entre le client et l'analyste, les tâches étaient partagées. Ce que l'on va essayer de regarder maintenant, c'est un petit peu plus précisément comment les tâches sont partagées aussi entre le responsable d'analyse et le technicien. Donc le problème est positionné par le client. On avait pris l'exemple la dernière fois de l'analyse du taux de pesticides dans une eau de rivière. Cette analyse, ce problème est transformé en définition analytique par le responsable analyse qui va définir les procédures qui sont nécessaires pour conduire à l'obtention de cette valeur requise par le client. La procédure d'échantillonnage doit être partagée à la fois entre le responsable d'analyse et le technicien qui va réaliser les opérations de prélèvement pour amener cet échantillon à l'intérieur du laboratoire et procéder à son analyse. À ce moment-là, la partie préparation de l'échantillon, la partie mesure, va être réalisée par le technicien et en adéquation, en relation avec le responsable d'analyse, il va procéder à l'évaluation des données. Les conclusions seront formulées par le responsable d'analyse et la décision, en l'occurrence, dans le problématique qui était évoquée, la possibilité ou pas de réaliser de la pêche à l'intérieur du Rhône en fonction du taux de pesticides, c'est quelque chose qui relève du client à la fin. Donc on a deux types d'activités, type responsable d'analyse ou technicien, qui sont légèrement différentes et chacun va intervenir avec les compétences qui sont associées. Quand on regarde par rapport au système de formation français, les postes de responsable de laboratoire sont occupés par des gens au niveau Bac plus 5 ou Bac plus 8, et l'objectif c'est de définir, mettre en œuvre et contrôler la réalisation des analyses physico-chimiques. Le technicien de laboratoire est généralement diplômé soit d'un DUT BTS, soit d'une licence professionnelle, il va réaliser et optimiser les essais et les analyses. Alors quand on se positionne maintenant à l'intérieur du master de chimie, donc Bac plus 4 et Bac plus 5, nous sommes organisés avec une première année, un an, analyse et contrôle, commune à l'ensemble des parcours que l'on a dans notre formation. À l'issue de cette première année commune, les étudiants vont pouvoir choisir une des trois spécialités, l'analyse physico-chimique, la criminalistique, c'est-à-dire l'analyse physico-chimique pour une finalité judiciaire, juridique, ou l'analyse industrielle, plutôt analyse en ligne, on va dire,
qui consiste à faire la mesure directement sur le système de production plutôt que d'apporter un échantillon à l'intérieur du laboratoire comme on peut l'avoir dans le cadre des mesures type analyse physico-chimique que vous avez ici. Les petits drapeaux soulignent le fait que c'est les enseignements en ME2 analyse physico-chimique qui sont essentiellement en français ainsi qu'en criminalistique, mais que la partie analyse industrielle est enseignée exclusivement en anglais, de façon aussi à développer l'impact international des acteurs de ce secteur. Alors, quelles sont les connaissances et les compétences qui sont ciblées à l'issue, qui sont visées à l'issue de la formation? Pour les 3 spécialités, de toute façon, il faut un très grand niveau d'expertise dans les méthodes analytiques. Les aspects qualité et gestion réglementaire de cette qualité sont aussi nécessaires pour pouvoir gérer les projets analytiques. Le management, la gestion commerciale et administrative de laboratoire seront évoqués et les aspects communication et information approfondis aussi. Il est important de souligner que l'anglais est indispensable à ce niveau et que le niveau qui est requis, c'est un niveau B2, un niveau TOEIC 785 qui demande à en fait pouvoir échanger, continuer une discussion en anglais sans obstacle majeur. Alors un diplômé de master, c'est quelqu'un qui a un niveau de connaissance et un niveau de maîtrise qui est spécifique, très élevé. On parlera de toutes les techniques analytiques bien sûr, mais il faut aussi viser des compétences très transverses, c'est-à-dire des capacités à développer ou mettre en œuvre des idées de matière originale, être capable de maîtriser la complexité, être capable de formuler des opinions à partir d'informations incomplètes ou limitées et de communiquer clairement les conclusions de ces analyses. Mais il faut être capable aussi de se former de manière largement autonome. Et c'est tous ces éléments-là que l'on va développer pendant la formation. Ceci, ça se base sur une pédagogie active et très riche d'expériences au sein de laboratoires, mais aussi d'expériences que l'on va pouvoir réaliser avec des outils qui nous mèneront à construire des instruments. Participation à un MOOC, en anglais cette fois-ci, pour avoir une très très bonne adéquation entre le vocabulaire utilisé en France, qui n'est pas forcément en termes anglophones exactement le même, et il faudra être attentif à toutes ces différences, mais du coup, se former en langue anglaise, c'est quelque chose qui va aussi permettre de développer les connaissances du secteur. Et puis des projets avec des partenaires extérieurs, mais aussi avec d'autres formations internes à l'établissement, mais qui ne sont pas des formations spécialisées en chimie analytique, mais plus vers la physique ou vers l'électronique. Alors, je parlais d'expériences que l'on pouvait réaliser dans la construction d'instruments, mais il y a aussi beaucoup d'instruments qui sont disponibles dans la plateforme qui s'appelle l'ANCO, le laboratoire analyse et contrôle, qui est la plateforme d'enseignement, à savoir qu'on dispose de systèmes HPLC, UPLC, de systèmes de chromatographie en phase gazeuse couplés à de la spectrométrie de masse, des systèmes à plasma inductif de la spectroscopie, donc d'émission, ou de la spectrométrie de masse, des systèmes d'analyse infrarouge, fluorescence, etc., et des équipements de RMN. Donc ces équipements, ils sont dédiés à l'enseignement, et à côté de ceci, évidemment, on a l'Institut des sciences analytiques, qui est l'institut de recherche de l'université, qui lui met aussi à disposition ces instruments de façon ponctuelle pour des enseignements spécifiques. À côté de l'activité propre réalisée pendant la formation master à l'université Claude Bernard, il y a aussi la possibilité pour les étudiants, entre le M1 et le M2, de participer à une école d'été dédiée à la chimie analytique. Elle s'intitule Measurement Science in Chemistry et elle rassemble des étudiants venant de l'ensemble des pays européens, du Portugal jusqu'à la Finlande, à la Pologne, et puis d'autres acteurs internationaux qui sont partenaires aussi de ce projet. Pour continuer dans ce développement autour de l'international, on a depuis les années 2012 décliné la formation au sein d'un programme Erasmus Mundus, donc qui est au-delà du programme d'échange qu'il existe à l'intérieur de l'échelle européenne, permet de faire venir des étudiants du monde entier pour participer à des formations en Europe. Et nous sommes donc un des 4 partenaires du programme Erasmus Mundus Excellence in Analytical Chemistry, pour lesquels les étudiants passent une première année en Estonie et puis viennent passer une deuxième année de formation dans le cadre du master analyse industrielle que l'on évoquait tout à l'heure, analyse en ligne, qui est intégralement enseigné en langue anglophone.
Alors pour rentrer dans le détail de l'organisation de l'année, en première année, en formation initiale classique, les enseignements vont se dérouler de septembre jusqu'à la fin du mois de février, avec des périodes sur lesquelles on va retrouver des TP en quantité plus importante, des cours en quantité plus importante à certains moments de l'année. Et puis en mars-avril, un stage de 2 mois réalisé préférentiellement en entreprise. Dès la première année, on a une logique d'alternance qui nous permet, au mois de mai et de juin, de retravailler avec l'ensemble des étudiants sur leurs projets professionnels pour mieux définir et mieux travailler avec eux l'orientation qu'ils vont donner à leur cursus sur la deuxième année. Donc ceci, c'est la configuration formation initiale, mais aussi le ME1 peut être réalisé sous contrat d'alternance, apprentissage ou contrat de professionnalisation. Donc le M1 en alternance, c'est 23 semaines à l'université, 29 semaines en entreprise. On se retrouve avec une logique d'alternance où on va avoir cours et TP très condensés pendant 3 à 4 semaines, puis 3 à 4 semaines en entreprise. À nouveau, on va retrouver une session à l'université, et etc. tout au long de l'année, cette alternance entre période à l'université et période en entreprise. Donc les deux options sont possibles et les deux publics, formation initiale et alternance, sont mélangés pour tous les enseignements qui ont lieu dans les périodes université. C'est pour ça que les travaux pratiques pour les étudiants en formation initiale en fait sont positionnés au moment où les alternants sont dans les entreprises. Mais pour tout le reste des activités, les étudiants se retrouvent ensemble. La deuxième année, elle est réalisée toujours sur une logique d'alternance et sur une logique de contrat d'alternance pour les étudiants en analyse physico-chimique et en analyse industrielle, analyse en ligne, avec 14 semaines à l'université, 38 semaines en entreprise. Avec un schéma comme celui que vous avez ici, où à partir du 1er mars jusqu'à la fin du mois d'août, 6 mois en entreprise sont réalisés. Les parcours criminalistiques et Erasmus Mundus sont organisés de la même façon avec cette logique d'alternance. Simplement, il n'y a pas d'une alternance en entreprise, mais il y a une alternance sur des projets longs qui sont conduits par les étudiants en groupe. Quelques-uns de nos partenaires, des personnes qui nous ont fait confiance pour accueillir des alternants, on va retrouver aussi bien des entreprises de la chimie que de l'énergie, que la police scientifique, la répression des fraudes pour les volets criminalistiques, des gens du domaine de la pharmacie, de la chimie en général, et puis des professionnels de l'analyse en tant que telle, comme des structures telles que le CTC ou SGS, Carso, Eurofin, et des fabricants d'instrumentation à petite échelle ou à très grande échelle dans des entreprises à vocation internationale. Bon, le Master Analyse et Contrôle, c'est une formation, mais c'est aussi une association d'étudiants qui fait vivre des activités extra-curriculaires et qui, du coup, permet d'assurer la continuité entre la première et la deuxième année, l'intégration pendant la première année, de façon à vivre une scolarité qui soit la plus agréable possible. Des journées d'intégration, des pulls, des soirées, des galas, mais les étudiants seront beaucoup mieux à même que moi de vous parler de toutes les activités qu'ils proposent. Finalement, je conclurai en vous rappelant le site web de la formation, Master Analyse et Contrôle, et l'email de contact master-analyse-contrôle à univ-lyon1.fr. Merci, bonne journée.